Pierre Beaune, ton tour. Merci. Oui. Merci. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde, saluer les autres panélistes et remercier M. Carrier pour son travail remarquable sur tous les ajustements institutionnels qui devront être opérés dans un Québec indépendant. Moi, je vais m'en tenir à la question de la monnaie dans ma présentation. C'est une question qui se discute depuis près d'un demi-siècle au Québec, au moins depuis le premier référendum. La dernière fois que la discussion s'est animée, c'est quand le premier ministre du Québec, Bernard Landry, préconisait la création d'une monnaie unique, une monnaie commune, en fait c'était le dollar américain, dans le cadre d'une entente nord-américaine et même panaméricaine, M. Landry voyait grand, dans le but de faire contrepoids à l'euro naissant. Il envisageait que le Québec devienne une branche de la Réserve fédérale américaine, la 14e, laissant le Canada devenir la 13e. Malchanceux. Mais comme personne de ses éventuels partenaires ne manifestait le moindre intérêt pour la chose, l'idée est tombée. C'est donc une impasse de ce côté-là. Il y a plusieurs autres options qui s'offrent. Et évidemment, pour les apprécier, il faut tenir compte des coûts, une dimension extrêmement importante, mais aussi d'autres dimensions structurantes. Justement, il y a Nicolas Marceau, prof à l'UQAM, ancien ministre des Finances dans le gouvernement Marois, qui s'est livré à un tel exercice dans son bouquin, Un Québec souverain, qui a été mentionné par Sylvie. Et pour les fins de mon exposé, je vais reprendre sa méthodologie parce qu'elle me paraît pas mal fonctionnelle. Donc, lui, il a pris les 5 options les plus plausibles et puis les a examinées à la lumière de 4 critères économiques. Les options sont le dollar américain dans une union informelle, le dollar canadien avec ou sans union monétaire et une monnaie québécoise à taux fixe ou à taux de change flottant. Et quant aux critères, il s'agit des coûts les coûts monétaires, c'est les coûts, les coûts d'introduction, les coûts de transaction, la question de l'optimalité de la politique monétaire et finalement la stabilité financière. Les coûts d'introduction, c'est les institutions à créer, les ajustements des contrats. Les coûts de transaction, c'est les coûts de conversion des devises, des monnaies, les primes de risque, les couvertures de risque de change, etc. L'optimalité de la politique monétaire, ça concerne l'adéquation entre la politique et l'espace économique qu'elle couvre. Et puis la stabilité financière, ça renvoie en grande partie à la question de l'existence d'une banque centrale pour agir comme prêteur de dernier recours, par exemple, pour renflouer des institutions financières majeures en difficulté. Dans son exercice, Marceau a conclu qu'il n'y a pas d'option monétaire qui est nettement supérieure à toutes les autres. Chacune comporte ses avantages et ses inconvénients. L'appréciation, en fin de compte, dépend des pondérations qu'on veut accorder aux différents critères. Alors, si je commence par le dollar américain, ça n'obtient pas un score très élevé. C'est un score assez médiocre, l'option d'adopter le dollar américain de manière unilatérale. Il y aurait des coûts de transition, transformer les contrats. Il y aurait des avantages du côté des coûts de transaction. Il n'y aurait pas de conversion en devise américaine nécessaire. Mais ces avantages-là, ils seraient évidemment réduits par le fait qu'il faudrait convertir en dollars canadiens de l'autre côté.
Et puis, évidemment, il n'y aurait pas de banque centrale. Et il faut savoir aussi que dans ce genre d'arrangement-là, l'argent qu'on peut mettre en circulation dépend des entrées nettes de dollars obtenus par les exportations et les investissements. Si, pour une raison ou une autre, le Québec devient moins attrayant, le flux de dollars va se tarir. En conséquence, le crédit va renchérir, les taux d'intérêt vont monter, puis l'économie risque de basculer dans la déflation. Ce n'est pas un scénario fiction, c'est le piège qui s'est refermé sur l'Argentine à la fin des années 90 et qui a entraîné une crise financière, économique, sociale épouvantable. Les Argentins ne parvenaient pas à s'en extirper en dévaluant parce que tous les contrats étaient libellés en peso-dollar. C'est ce qu'on appelait le mal argentin. Il y aurait aussi une autre dimension qui concerne le marché du travail. Aux États-Unis, à cause de la taille du pays, du marché, en cas de choc économique, il y a moyen d'atténuer les contre-coups par la relocalisation des travailleurs dans les régions ou dans les industries les plus dynamiques. C'est une option qui n'est pas envisageable pour le Québec. Donc, ce serait toujours les travailleurs qui subiraient à répétition les contre-coups de tous les chocs économiques. Ce n'est pas un avantage tellement ça. Si on considère maintenant le dollar canadien, dans le cadre d'une union informelle, on prend le dollar tel qu'il est, ça aussi, ça comporte, c'est assez médiocre comme choix. Il n'y aurait pas de coût de transaction, ce serait une conversion, il n'y aurait rien de changé de ce côté-là, mais on resterait à la merci de la politique monétaire de la Banque du Canada, qui n'est toujours pas adaptée aux besoins du Québec. Ça fait référence à ce qu'on appelle le mal hollandais, c'est-à-dire quand le prix des hydrocarbures monte, ça a tendance à faire monter la valeur du dollar canadien et ça nuit à nos industries exportatrices. Ça s'est produit au début des années 2000 quand le dollar canadien est passé de 63 sous à 1,08 $ américain en l'espace de 5 ans. Et en plus, dans le scénario du dollar canadien sans union monétaire, on n'a pas de banque centrale, on n'a pas de prêteur de dernier recours. Alors, c'est pas avantageux. L'option d'un dollar canadien dans le cadre d'une union monétaire serait plus avantageux que cette hypothèse-là, parce que le Québec aurait un mot à dire dans la politique monétaire de la Banque du Canada. Jusqu'à quel point? Probablement pas suffisant pour nous mettre à l'abri du mal canadien. On ne peut pas espérer grand-chose de ce côté-là. Par contre, il serait possible de prévoir dans une telle entente un rôle de prêteur de dernier recours pour la Banque du Canada vis-à-vis du Québec, qui serait quand même un avantage. Enfin, il y a l'option de la monnaie québécoise. Globalement, comme appréciation, ce serait à peu près l'équivalent du dollar canadien dans une union monétaire, mais avec des accents très différents. Ce serait l'option la plus coûteuse, malheureusement. Il y aurait des coûts d'introduction, l'établissement de toutes les institutions, la Banque centrale, un système de paiement, un régulateur macro-prudentiel, une série d'institutions à mettre en place, la conversion des contrats, évidemment.
il y aurait des coûts de transaction, une de plus avec le dollar canadien, qui est quand même le deuxième autre grand partenaire du Québec pour le commerce. Et c'est donc, il y aurait des coûts supérieurs à toutes les autres options. En revanche, c'est l'option qui, au plan de l'optimalité de la politique monétaire, de la stabilité financière, c'est la plus intéressante parce que c'est celle qui assurerait le plus d'autonomie. Le Québec pourrait avoir une banque centrale pour agir comme prêteur de dernier recours et mener une politique monétaire adaptée à sa conjoncture. Savoir si de ce côté-là, un taux de change fixe ou flottant serait préférable, bon, c'est une question peut-être un peu plus stratégique. Un taux de change fixe a un peu les inconvénients des autres options, c'est-à-dire qu'on importe les problèmes de tout le monde, on n'a pas de souplesse pour réagir. Ce qu'évite le taux de change flottant qui agit un peu comme un amortisseur en cas de perturbation. Pour ma part, moi, je pencherais pour cette solution-là de l'instauration d'une monnaie québécoise parce qu'elle nous assure une autonomie plus grande et parce qu'elle nous permet de naviguer entre le Charybde du mal argentin et le Scylla du mal hollandais. Je rejoins également ceux qui préconisent la mise en œuvre échelonnée d'une monnaie pour le Québec avec une période de 5 à 10 ans pendant laquelle on s'accommoderait du dollar canadien pour éviter des perturbations, pour bâtir la confiance, pour donner le temps de mettre en place toute la liste d'institutions qu'a nommé M. Carrier. Dans un deuxième temps, une monnaie québécoise pourrait être introduite. Il faudrait évaluer à ce moment-là si c'est plus avantageux d'avoir un taux de change fixe ou flottant. Mais l'essentiel serait de s'assurer qu'on puisse avoir un taux de change flottant. Moi, ça me rapproche de ce que l'Irlande a fait après son indépendance dans les années 20. Ils ont créé leur monnaie, ils l'ont indexé sur le livre sterling, puis ils se sont gardés l'option de changer. Ils n'ont jamais changé, mais ils avaient l'option. Jusqu'à temps qu'ils prennent l'euro. Alors voilà, ça va compléter ma présentation. Je vous remercie beaucoup.